Il nous revient le privilège de vous souhaiter une excellente journée en ce beau mardi 23 mai 2023. Amis téléspectateurs, par ma voix, toute l'équipe de production de Matin Bonheur vous souhaite encore une fois bien le bonjour et vous remercie pour votre fidélité à cette émission qui vous apporte punch et énergie nécessaire afin de bien démarrer la journée. Revue de presse intégrale, flash d'information, éducation avec Frégis Zomblé-Bain. On aura plusieurs rubriques, amis téléspectateurs, rien que pour votre bonheur. Installez-vous confortablement. On démarre maintenant avec l'agenda, la météo et ensuite Régis Kofi pour le premier flash de l'information. Il est où mon bébé? Bonjour maman. Il est trop mignon. Ça me donne envie de faire pour moi comme ça. Tu l'as appelé comment? Je n'ai pas encore trouvé de prénom. Aïe, Aya, ça fait 2 mois que tu as accouché. Ne me dis pas que tu n'as pas encore déclaré l'enfant là. J'attends son père. Mais toi aussi. Pense à l'enfant. Tu viens d'avoir un enfant? Déclare vite sa naissance. La déclaration doit être faite dans les 3 premiers mois suivant la naissance. Même si l'autre partenaire tarde, la loi t'autorise à faire la déclaration seule. Parce que l'état civil est une porte d'accès à tous nos droits. Ensemble, déclarons tous les faits d'état civil. Rendez-vous au centre d'état civil. Mesdames et messieurs, bonjour. En matinée, les nuages en dissipation laisseront quelques pluies sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les autres régions seront sous un ciel partiellement nuageux avec des intrusions de soleil. Les températures prévues pour cette matinée. On aura 24 degrés dans la ville de Abengourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés dans les villes de Adjaké, Bondoukou et Bouaké, 25 degrés dans les villes de Bouna et Boundiali, 24 degrés à Daloa, 25 degrés dans les villes de Dimboko et Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 24 degrés à Kong, 25 degrés à Korogo, 23 degrés à Man, 24 degrés à Odiéné, 23 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 26 degrés à Tiasalé, 24 degrés à Touba et enfin 25 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Pour cet après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays. Toutefois, en fin de période, les régions de l'ouest, du centre, de l'est et du nord connaîtront des pluies, parfois accompagnées d'orages, tandis que le sud connaîtra des précipitations moins abondantes. Les températures prévues pour cet après-midi. On aura 33 degrés dans les villes de Abengourou et Abidjan, 32 degrés à Adjaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 degrés dans les villes de Bouaké, Bouna et Boundiali, 35 degrés dans les villes de Daloa et Dimbokro, 34 degrés dans la ville de Gagnoa, 35 degrés dans les villes de Guiglo, Kong et Korogo, 32 degrés à Man, 38 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés dans la ville de Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 30 degrés à Soubré, 33 degrés dans les villes de Tabou et Tiasalé et enfin 35 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. On aura une alternance de pluie et du soleil sur l'ensemble du pays. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée sur RTI.
Nouveau marathon de l'information, bonjour, bienvenue. On part tout de suite à Genève, en Suisse, où se tient l'Assemblée mondiale de la santé. Le président de cette 76e session invite les pays membres à accentuer la lutte contre les maladies. Cela dans un contexte de solidarité régionale et internationale. Le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, représente la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous. Le point de Walter Amadou Ouattara. Cette 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la célébration des 75 ans d'existence de l'Organisation mondiale de la santé est placée sous le thème « L'OMS à 75 ans, sauver des vies, promouvoir la santé pour tous ». L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel de l'OMS. Elle réunit des délégués de tous les États membres et se concentre sur un programme de santé spécifique préparé par le Conseil exécutif. Comme à chacune des sessions du genre, la tradition est respectée. L'élection de la présidence du bureau de la 76e AMS a eu lieu. Le Malte, Dr Christopher Fern, en est le président. Il exhorte les pays membres de l'organisation à la solidarité dans l'innovation. En tant que leader mondial de la santé, quelles que soient les conditions environnementales, culturelles et sociales, nous avons le devoir de lutter contre les maladies et les décès. Cela dans un contexte de solidarité régionale et internationale, guide principal de l'OMS. Ce nouveau président sera aidé dans sa mission par 5 vice-présidents, dont un Togolais également élu. Avant la déclaration de la Côte d'Ivoire sur le thème général, la délégation ivoirienne est activement au travail. Elle est conduite par le professeur Mamadou Samba, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. L'Assemblée mondiale de la santé se tient chaque année à Genève, en Suisse. On en vient à cette autre rencontre d'experts, cette fois dans la sécurité sociale. Il s'agit du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. D'importantes résolutions ont été prises pour une meilleure couverture sociale sur le continent. C'est ce que nous apprend Serge Colléa. Plateforme interactive de procédés et de bonnes pratiques, panel, partage d'expériences. Le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique a été riche en enseignements de la vie des participants. La sécurité sociale joue un rôle essentiel dans l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Il est important pour nous de voir les différentes expériences pour en tirer bénéfice et prendre les bonnes pratiques. C'est tout un processus d'évolution. Petit à petit, on fait des pas importants pour l'amélioration de la sécurité sociale. En tant qu'Union africaine, nous sommes engagés aux côtés de nos États membres. Nous avons lancé un forum où nous allons nous retrouver régulièrement pour faire le point de ce qui a été fait, coordonner nos activités. La Côte d'Ivoire, saluée pour son expertise en matière de sécurité sociale, a su nouer des partenariats. On peut citer cette signature de convention entre la Caisse générale des retraites des agents de l'État et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de la République démocratique du Congo. La CGRAE a une forte réputation au niveau notamment de la sous-région et donc l'enjeu en signant le présent partenariat est de parvenir à obtenir, à tirer le maximum de profit de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de système de sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, se réjouit de l'engouement autour de ce forum régional. Ce forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique a été une étape importante dans notre quête commune d'une sécurité sociale forte et inclusive sur notre continent. En tant que ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de la République de Côte d'Ivoire, je m'engage à faire avancer cette cause. Plus de 400 participants venus de 52 pays ont montré tout l'intérêt de cette tribune.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Nigeria, c'est un projet titanesque dont le coût s'élève à près de 20 milliards de dollars, soit 13 000 milliards de francs CFA. La giga-raffinerie de l'homme d'affaires milliardaire Aliko Dangote a été inaugurée ce 22 mai 2023 à Lekki, dans la périphérie de Lagos, par le président sortant, Muhammadu Buhari. À travers cette raffinerie, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a promis de sortir le Nigeria des pénuries d'essence à répétition. À terme, la raffinerie d'Aliko Dangote doit produire 650 000 barils de produits raffinés, essence, diesel, kérosène, de quoi couvrir entièrement les besoins en carburant du Nigeria et même d'exporter un surplus. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Merci Régis Kofi. Il a dit à 7 h on va se retrouver. Mais en attendant, on prend le temps de se détendre, de faire le vide dans la tête. Souvent, on peut avoir des pressions de part et d'autre. Ça peut venir de la famille, du boulot. On prend juste 2-3 petites minutes pour tout oublier, faire le vide dans la tête et attirer les ondes positives comme on le fait ici à Matin Bonheur, amis téléspectateurs. Marquons un moment de détente avec la rubrique fitness. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance matinale. Comme dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons travailler l'ouverture des hanches. Nous allons commencer par des étirements simples. Vous allez tout de suite mettre la main au niveau de la taille et aller loin derrière. Vous pouvez regarder par-dessus l'épaule. Vous inspirez et vous expirez et vous revenez. Très bien, vous allez changer de côté. Très bien, revenez. Montez les bras avec moi. Inspirez. Puis expirez, descendez tout doucement. Beau travail. Prenez une jambe. On va travailler l'ouverture et l'équilibre ici. Vous ouvrez tout doucement. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez baisser la jambe, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'aise, vous levez et vous ouvrez un peu plus. Vous restez. Très bien. Revenez. Changez de jambe. Créez une demi-ouverture. Gardez la poitrine haute. Restez encore 4, 3, 2 et 1. Revenez poser. Séparez les jambes. Beaucoup plus large que les hanches. OK. Belle ouverture. Et là, flexion au niveau des genoux. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux et que vous pensez que l'amplitude est bonne pour vous, vous pouvez rester. Sinon, vous allez beaucoup plus bas. Vous allez sentir ici les adducteurs qui commencent à s'étirer. On met les mains à l'intérieur et vous, avec les bras, vous allez pousser les genoux à l'extérieur. Super. Sentez cette ouverture au niveau des adducteurs. La hanche s'ouvre automatiquement. Gardez la poitrine haute, on allonge le dos. Beau travail. Posez les mains au niveau des genoux. Tournez, pivotez au niveau des épaules. On va créer une ouverture. Super. On met l'accent sur un côté. Revenez tout doucement. Changez. Poussez le genou à l'extérieur. Beau travail. Très bien. Et maintenant, on va aller au sol. Les genoux toujours ouverts. OK? Vous allez aligner genoux et chevilles. Posez les coudes. Super. Gardez cette ouverture. Écoutez-moi bien. Vous allez aspirer le nombril. On rentre le nombril. Et vous allez pousser les hanches à l'arrière. Allez à l'arrière. Allez-y tout doucement. Vous allez trouver votre limite. Et là, vous allez sentir, ça étire encore plus. Revenez tout doucement vers l'avant. Toujours en gardant les hanches basses et le nombril rentré. On inspire et on repart à l'arrière, tout doucement. Très bien. Revenez. Posez un dernier exercice. Essayez de vous asseoir.
tout dernier, plante de pied en contact. Les genoux sont ouverts à l'extérieur. Vous allez essayer de pousser les genoux vers le bas. Allongez le dos. Très bien. Vous restez juste 10 secondes. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Expirez. Très beau travail. J'espère que vous vous sentez bien. On va fléchir les jambes d'un côté. Poser. Prendre appui et se lever. On s'étire une dernière fois. Inspirez. Puis expirez. J'espère que ça vous a fait du bien comme nous le souhaite notre coach Jocelyn. Amis téléspectateurs, dans quelques secondes seulement, on aura le privilège de recevoir des illustres invités sur ce plateau. Les messieurs information. Quand j'ai dit illustres invités, ils n'ont pas pensé à eux. Didier Assoumou, bonjour. Renaud, bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Ben, super. Alors, Renaud, vous nous faites voyager parce que c'est votre spécialité, c'est votre rubrique. Et vous avez décidé de nous faire tourner dans la région du Haut-Sassandra. Et on est autour de Daloa. Pourquoi particulièrement le Haut-Sassandra cette semaine? On fait le tour de la Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas de raison particulière pour laquelle on a choisi le Haut-Sassandra. C'est juste parce que, voilà, dans notre voyage dans toute la Côte d'Ivoire, cette semaine, on a voulu à un moment donné, il faut poser les valises quelque part. On a voulu s'arrêter justement. Et c'est la région du Haut-Sassandra qu'on a choisi. Notre pays est beau et avec Renaud, on est parfaitement d'accord pour vous dire qu'on a tellement de choses à voir dans notre pays, sites touristiques, valeurs culturelles, richesses traditionnelles. Ne vous en privez pas, ce sont les vacances qui s'annoncent. Allons à la découverte de notre pays et c'est dans Destination Matinale. Deuxième jour de Destination Matinale dans la région du Haut-Sassandra et c'est dans le village de Zeto Digba qui nous accueille aujourd'hui. C'est ce village qui est à l'honneur aujourd'hui, amis téléspectateurs, situé à plus de 10 km de la ville de Daloa. Zeto Digba est un village bêté. Selon les anciens, la création de ce village est née de la volonté d'un vieux guerrier nommé Zeto de se séparer des siens pour fonder son campement afin d'éviter notamment les incessantes querelles avec sa communauté. La population de ce village est estimée à près de 1000 habitants. Cette population, qui est agricultrice, a comme ressources économiques les cultures de rente telles que le café, le cacao, l'anacarde, les véas. À côté de ces cultures, on a les produits vivriers tels que le riz, le saka, le bon riz made in Côte d'Ivoire. Franchement, il faut goûter le riz de Daloa. Mouah. Le maïs, l'aubergine, le piment et le gombo. Autour de Zeto Digba, on a comme village voisin Zaïbo, Gamonia, Lobogigia, Keibla, Gosea, Dobois, Bribo, Zebra, Geia, Tagoura, Zagigia, Bokora. Voilà, à tous ceux qui habitent dans ces villages, on voudrait vous dire merci d'être connectés sur RTI 1 et surtout sur Matin Bonheur. Nous voulons saluer Monsieur Gouro Tapé Martin, qui est l'actuel chef du village de Zeto Digba et toute sa notabilité. Salutations également au patriarche Lago Lorugnon Rémi, fils de Zeto Digba, pour les infos qu'il nous a mis à disposition. Et Matin Bonheur se poursuit, amis téléspectateurs, avec la revue de presse intégrale. Voilà, très heureux d'être en votre compagnie. Bonjour à tous et surtout bonjour à Didier. Bonjour Renaud. Avec lequel nous vous offrons cette revue de presse intégrale qu'on démarre tout de suite avec l'expression Didier qui nous dit que plus de 26 000 faussaires ont été démasqués par la commission électorale indépendante. Alors Renaud, la liste électorale provisoire a été dévoilée ce samedi par le président de la commission électorale indépendante. On dénombre aujourd'hui plus de 8 millions d'électeurs, dont 3 800 000 femmes et 4 100 000 hommes. D'autres chiffres qui font cette fois froid dans le dos ont été révélés par le président de la commission électorale indépendante lors de cette rencontre. Il s'agit bien entendu de cas de fraude signalés sur les demandes de changement de lieu de vote.
Renaud, on sait qu'en Côte d'Ivoire, le phénomène donc, de déplacement des électeurs est de mise. Beaucoup de nomadisme. Et la commission électorale indépendante donc, tient pour cette élection à assainir donc, le jeu électoral. Et donc elle a dénoncé ces cas de fraude concernant donc, les changements de lieu de vote. Et ces chiffres, si vous voulez les savoir, il s'agit de 36 290 demandes de changement de lieu de vote qui ont été émises. Et sur cette demande-là, seules 9 486 demandes se sont avérées régulières. Comme quoi, plus de 26 000 cas de fraude ont été réalisés. Renaud, tenez-vous bien, 20 000 demandes de changement de lieu de vote ont été donc enregistrées avec une seule attestation de résidence. Le président de la commission électorale indépendante a tapé du poing sur la table justement pour interpeller donc, les uns et les autres afin de mettre un terme à ce genre de pratique. Et également, la commission a pris d'importantes décisions, notamment le maintien de tous les concernés dans leur lieu de vote et également la saisine du procureur de la République afin de retrouver justement ces fraudeurs qui mettent à mal donc, le jeu électoral à travers donc, ces agissements. Ben c'est inquiétant quand même. Sur 36 290 demandes émises, seulement 9 486, vous l'avez dit, 26 800 cas de fraude. Franchement, il y a de quoi s'énerver pour le président de la commission électorale indépendante. Effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur de la République a été saisi afin de démasquer donc, ces fraudeurs. D'autres chiffres ont été également révélés lors de cette rencontre animée par le président de la commission électorale indépendante. Il s'agit justement des présumés décédés qui se chiffrent à 53 258 personnes. Nous avons également des cas de personnes radiées pour déchéance de droit civil et d'illustres personnalités, notamment le président du PPACI, le président du COGEP, font partie donc de ces personnes radiées de la liste électorale. Voici Renaud. Il faut, pour terminer sur ce sujet, noter que la liste électorale provisoire est affichée à partir du 28 mai et ce jusqu'au 29 et les réclamations et contentieux auront lieu du 1er au 10 juin 2023. Plus d'informations à retrouver donc dans l'expression de ce jour. Et aussi également cette liste électorale qui peut être consultée, provisoire, hein, il faut le rappeler, effectivement, qui peut être consultée sur le site. Puisqu'il y a la période de contentieux donc, qui se tient du 1er au 10 juin prochain. Bien évidemment, et donc cette liste électorale qui peut être consultée également sur le site internet de la commission électorale indépendante, www.cei.ci. Et puis bon, moi je retiens vraiment le nombre élevé de fraudeurs qui ont été repérés sur cette liste électorale, 26 804, comme pour vous dire que ce travail de contentieux, il est très, très important. Didier, on passe à un autre sujet, et là, on reste avec l'expression qui nous dit que la ministre Mariatou Koné est encore en colère. Et cette fois, c'est par rapport aux magouilles dans les mutations, par rapport à la corruption aussi, et au phénomène des moutons pédagogique. Alors, on pourrait l'affirmer, Loisy Blanc, pas de répit pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, qui était ce lundi à Yamoussoukro pour l'ouverture des travaux de la Commission nationale des mutations, des personnels enseignants et d'encadrement. Là encore, la ministre a également tiré la sonnette d'alarme pour signaler des cas de dysfonctionnement, de fraude lors donc de cette opération de mutation des agents du ministère. Et cette année, on dénombre au total 4 831 demandes de mutation. Là où le bas blesse, c'est que la ministre révèle qu'on note des cas récurrents donc, de fraude à ce niveau, du fait donc, de certains administrateurs qui justement prennent des pots de vin ou des astuces justement pour orienter, pour affecter certains enseignants dans certaines zones. Et c'est le cas de le dire, certaines zones reculées de la Côte d'Ivoire n'ont pas d'enseignants, tandis que... ces zones manquent réellement d'enseignants. Effectivement, tandis que dans des villes, on dénombre un excédent d'enseignants. Donc c'est là où la ministre a interpellé ses collaborateurs afin que cette année, sur les 4 831 demandes, que cette
demandes-là, justement, soient traitées de façon objective. Il faut noter que le ministère de l'Éducation nationale compte 142 000 agents et dont 4 800 souhaitent justement changer de poste, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la difficulté dans cette histoire, c'est que tous les enseignants veulent être dans les grands centres, alors que vous l'avez dit, il y a des parties de la Côte d'Ivoire qui sont carrément dépourvues d'enseignants. Bon, la ministre a bien posé la question. Les enfants qui sont dans ces localités-là, comment ils font? Ben, je crois que la réponse est toute trouvée. Tous les enfants sur le territoire national bénéficient donc des mêmes droits. Donc la ministre a exhorté les uns et les autres à s'engager donc dans ce sacerdoce-là qui est l'éducation des populations ivoiriennes. Et puis, bon, elle a dit, les 142 000 agents qui sont venus à l'enseignement, c'est parce qu'ils voulaient devenir enseignants. Donc, peu importe la zone de la Côte d'Ivoire où on les affecte, il faut effectivement qu'ils prennent fonction dans ces zones-là et qu'ils remplissent leurs devoirs et surtout qu'ils atteignent les quantums horaires qui sont fixés. Effectivement, et pour que on note également des résultats satisfaisants en fin d'année. Oui, cette présente édition de cette réunion à laquelle a pris part la ministre de l'Éducation nationale hier à Yamoussoukro, eh bien, c'est fait de manière conjointe avec le lancement officiel, je complète, du contrat d'objectifs et de performance, un processus de contractualisation qui déclenche, le coup, donc, qui conduira au cœur des défis du capital humain et du développement de ce ministère. On le rappelle, dirigé par la ministre Mariatou Kone. Renaud, on peut ajouter justement que depuis les États généraux de l'Éducation nationale, la ministre a pris son bâton de pèlerin pour tenter d'assainir donc le domaine de l'Éducation nationale afin que, je l'ai dit tout à l'heure, on obtienne des résultats satisfaisants chaque fin d'année. Bon, chose qui n'est pas aisée, mais bon, la ministre y va et c'est tout à son honneur. Et puis, Didier, troisième et dernier sujet de ce numéro de la revue de presse intégrale, on parle de l'Africa Sport d'Abidjan qui joue aujourd'hui et à qui il reste une seule marche à passer. Plutôt deux marches. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Et la dernière marche, ça sera face à la JCAT. Mais aujourd'hui, l'Africa affronte Agir de Guibérois. Et ce sera donc au stade Champrou ce mardi à partir de 15h30. Les Aiglons donc, qui sont lancés donc, pour leur retour en Ligue 1. Le mardi passé, on évoquait donc leur brillante victoire. Et cette fois, si les Aiglons remportent donc ce match de cet après-midi, il leur reste justement un dernier match à disputer avec la JCAT lors de la dernière journée. Et donc si, je l'ai dit tout à l'heure, les Aiglons réussissent à ressorti victorieux de ces deux derniers matchs, il est clair donc, que les Aiglons rejoindront la SEC Mimosa, son sempiternel adversaire, et les autres clubs donc, de la Ligue 1. Et c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter donc, au poulain de QOTA, le président QOTA d'Assis, qui seront donc sur le rectangle vert à partir de 15h30 au stade Champrou. Bon, on espère qu'aujourd'hui, la pluie ne va pas s'inviter comme la dernière rencontre pour permettre au Oye de franchir cette avant-dernière marche. On l'a dit aujourd'hui, face à Agir de Guibérois, faut pas interdit. Faut pas interdit. Oui, faut pas interdit. Les Aiglons doivent impérativement s'imposer pour pouvoir livrer, si on peut le dire, la finale de cette poule face à la JCAT. Ça sera lors de la dernière journée. Et il faut noter que l'Africa, en ce moment, comptabilise 45 points. Et le premier de la poule, qui est le CO Boisflé, compte 46 points. Bon, j'imagine que Naomi Amousso a fait la head chef Adelika Oura et tous les supporters de l'Africa qui sont disséminés un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Naomi doit avoir son maillot. En prière. Ils sont en prière en ce moment. Et puis, vous l'avez dit, voilà, ce duel entre l'Africa et la SEC, bon, qu'on a hâte de retrouver. Absolument. Oui. En tout cas, pour que ce duel-là refasse surface, il faut que les Aiglons reviennent donc, après ce match avec les 48 points et justement reviennent avec la victoire lors de la dernière journée avec la JCAT pour la dernière journée de la Ligue 2. Bon, en tout cas, les Aiglons qui ont leur destin entre leurs mains, donc faut pas interdit. Et puis, vous l'avez dit, ce sera au stade Robert Champrou. À partir de 15h30. 15h30 et on imagine qu'aujourd'hui encore les Houillers vont effectuer nombreux le déplacement au stade Robert Champrou, eux qui prennent d'assaut les gradins des différentes enceintes sportives où leur club de cœur évolue. Bon, c'est Naomi Amousso à la fin, comme vous entendez en fond là qui est en train de crier. Oh yeah, bon, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'Africa Sport d'Abidjan. Didier, on va chuter ici pour ce numéro de la revue de presse intégrale et puis on va vous retrouver jeudi prochain. C'est bien cela?
Mardi prochain. Mardi prochain, plutôt. Oh là là, moi, je suis en avance là sur mon calendrier. Mardi prochain pour un autre numéro de la revue de presse intégrale. On accompagne Naomi également ce soir au Stade Champroux. Toutes nos ondes positives. Voilà. En fait, votre journal était chic aujourd'hui. Ça a commencé avec le nœud papillon. Avec le nœud papillon, tout ça. Voilà. Ton journal là, c'était chic aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de dire chez lui là-bas, Naomi a pris la même position. On est plein comme ça. On met nos poussins pour regarder. Mais votre journal était chic. Mais merci pour le clin d'œil à Africa Sport National. Oui, toujours. Mais il y a un petit truc qui me fait quelque chose de bon. Dites-nous. C'est que ça, c'est français ivoirien. Un petit truc qui me fait quelque chose. Voilà, on s'est compris. En fait, cette affaire d'enseignant qui ne veut pas aller malheureusement. à l'intérieur du pays. Baba, le métier, là, c'est un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose, il ne faut pas aller là-bas par dépit. Bon, en fait, c'est cela. Parce qu'il y a des enseignants, par passion, ils sont prêts à tout sacrifier. Ils vont au bout du monde pour remplir leur mission. Ceux qui ne sont pas arrivés là-bas par appel, bon, attends, toi et moi, métier même on est en train de faire ici. Pourquoi moi, c'est arrivé à 3 h du matin au milieu de la pendant que les gens dorment très calmement. Et puis, ça fait 3 h que le sommeil même est puissamment doux. Et là, on se bat contre le sommeil. On se bat. Bon, et puis on vient, on rigole, on donne de la bonne humeur, juste pour dire qu'il faut faire attention justement au métier que nous choisissons, parce que s'il n'y a pas une once de passion, on risque de mettre en mal tous ceux qui sont autour de nous. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Alors, chers enseignants, on compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Nos enfants comptent sur vous, de grâce aller à l'intérieur du pays. Et puis, il y a une petite astuce quand même. À l'intérieur du pays, on économise. Ce n'est pas aussi cher qu'ici. On a le temps de mettre un peu de côté, de même se construire une maison. Et puis, quand on revient à Abidjan, on est un peu plus fort. Donc, voilà. En fait, tous les jeunes enseignants devraient choisir de partir à l'intérieur du pays. Parce que quand on démarre, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça permet d'épargner. Tu vois le truc, non? Mais bon. C'est de ça qu'il s'agit. Mais messieurs, je voudrais vous garder un peu avec vous. À Matin Bonheur, on a le temps de jouer un tout petit peu. Et le peuple camerounais était à l'honneur vendredi. Vous étiez beau, Renaud, dans votre ensemble. Je tiens à dire bonjour encore à toutes les communautés, les associations de Camerounais. On dit bonjour comment en camerounais? Il a oublié, il va réfléchir après le jingle. Il n'y a pas de jingle. On peut y aller comme ça, ok. Bon, on est parti. Ah, mais on a dit jingle. Allons-y, jingle. Les gars, soit. Sérieusement, Renaud, bonjour là, tu n'as pas encore retenu. Non, en fait, il y a près de 300 ethnies au Cameroun. Donc, ce n'est pas évident de retenir les 300 salutations dans les différentes. Non, mais au moins une salutation. Bonjour. Il parle français au Cameroun. Donc, il parle anglais aussi? Good morning. Bon, en fait, Renaud n'a pas fait exprès, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Il vient de donner une réponse à quelque chose, mais il n'a pas dit le chiffre exact. Alors, déjà, il faudrait féliciter le gagnant du challenge matinal numéro 32, qu'on aura beaucoup de plaisir à recevoir ici même déjà vendredi. Je crois que c'est M. Sourou. Félicitations à vous. Et voici pour vous, amis téléspectateurs. On revient sur cette question qu'on a proposée pour le challenge matinal numéro 32. C'était justement de savoir la fonction de notre invité spécial du vendredi 12 mai. Il est le président fondateur du Comoé Pétanque Club. Voici pour vous à présent la question du challenge numéro 33. J'ai dit que ce monsieur nous a dit à peu près vers où il faut y aller pour donner la réponse. Combien y a-t-il d'ethnies au Cameroun? Alors, là, il a dit plus de 300. Mais quel est le chiffre exact? Voilà. Donc déjà, il ne faut pas nous donner un chiffre en dessous de 300. Ça, on sait déjà. Combien y a-t-il d'ethnies au Cameroun? Et le peuple camerounais était à l'honneur à Matin Bonheur vendredi dernier. Amis téléspectateurs, envoyez-nous vos réponses au 07 48 75 44 76. Soyez la première personne à nous donner la bonne réponse afin de repartir, bien sûr, avec le lot de l'équipe de production. Messieurs, ce fut un honneur, un plaisir et un privilège de vous avoir sur ce plateau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et puis, vous savez, Naomi, elle est un peu contente. Hein, c'est sa dernière semaine. Ça fait un peu mal, mais au moins, je ne vais plus me lever à 3 h du matin. Bon, Matin Bonheur se poursuit. À tout de suite. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout.
mayonnaise de nos plats. Merci à vous tous d'être avec nous dans cette deuxième dose de l'information. Bienvenue. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à la rencontre des populations d'Anyama, une cité qui concentre ces dernières années plusieurs projets de l'État. La rencontre a permis de faire un point sur l'urbanisation de la commune, non sans faire des projections dans le futur. Le reportage de l'enseignant Bakayoko. Ces échanges avec les habitants d'Anyama ont été fortement salués par les usagers, la commune et sa périphérie étant devenues l'un des pôles d'expansion du Grand Abidjan. Les nombreuses infrastructures sportives et économiques réalisées ou en cours de réalisation à Anyama, notamment le stade olympique et le complexe olympique, qui vont abriter la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, l'abattoir international, le centre professionnel des BIMP, le marché de gros des BIMP et la ligne 1 du métro commandent également une attention particulière sur l'organisation urbaine de la localité. Plusieurs stands ont été mis à la disposition des usagers qui voulaient avoir des réponses à toutes les problématiques liées à l'habitat, notamment le parcours d'acquisition des actes. Il s'agit des schémas directeurs, des plans directeurs, des régularisations, des lotissements, les acteurs principaux du lotissement, l'ACD global, l'ACD, la digitalisation du foncier urbain. J'ai nommé le SIGFU. Les usagers ont évoqué les lourdeurs administratives. Selon les techniciens, la numérisation de toutes les procédures viendra mettre fin à toutes les lenteurs constatées. Le Fonds de développement de la formation professionnelle a formé pendant 10 jours des responsables des ressources humaines d'entreprises privées et publiques. Ils ont été outillés notamment sur un mode de gestion moderne pour les entreprises et pour un capital humain plus performant. Le reportage de Issa Tchonayo. Rendre performantes les ressources humaines dans les entreprises. Objet d'une séance de formation des responsables des ressources humaines à Grand Bassam, à l'initiative du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. La porte d'entrée pour le FDFP pour accompagner le développement des entreprises à travers donc, le renforcement des capacités du personnel, la fonction RH. Et donc la première chose, c'était de les emmener à être outillés, à manipuler l'ensemble des outils d'ingénierie de formation, de sorte qu'ils soient en capacité d'identifier les besoins pertinents pour le développement des entreprises. Donc ce que je leur apporte, c'est de l'efficacité. Il y aura beaucoup moins d'erreurs et ils vont gagner beaucoup de temps. C'est de la structure. Une initiative que les apprenants saluent et comptent mettre en évidence dans leurs différentes entités. On a appris ici depuis donc, la détection du besoin, à la planification du besoin jusqu'à l'évaluation. Donc c'est tout un process que nous avons appris. C'est vrai que nous le faisions, mais aujourd'hui on a appris de nouvelles choses, de nouveaux outils qui vont nous permettre d'améliorer notre façon de faire. Les RH qui sont les véritables gestionnaires du capital humain, et c'est pour cela que nous ne lésinons pas sur les efforts pour pouvoir être constamment en train de nous former et de nous développer, parce que la fonction RH a beaucoup évolué, parce que la ressource principale justement d'une entreprise, c'est son capital humain. Et donc si ce capital humain-là est bien géré, donc à la fin de la journée, ça doit pouvoir se ressentir sur la performance de l'entreprise, sur les chiffres, n'est-ce pas, voilà, de l'entreprise en fait. Au total, 100 responsables des ressources humaines ont été formés à Grand Bassam. Séance tenante, le secrétaire général du FDFP, Philippe Ndri, a annoncé la formation de 120 autres responsables des ressources humaines dans les semaines à venir. Dans le reste de l'actualité, l'Allemagne manquant cruellement de main-d'œuvre qualifiée, le gouvernement va adopter une nouvelle loi pour favoriser l'immigration choisie. Dans certains secteurs, le manque est criant et Berlin s'adresse directement à certains pays pour trouver des solutions. C'est le cas de la santé où le personnel soignant est insuffisant. Après d'autres pays, le personnel pourrait être recruté au Brésil. Et puis aux États-Unis, un nouveau candidat face à Donald Trump, le sénateur afro-américain de Caroline du Sud, a annoncé sa candidature à l'investiture républicaine ce lundi 22 mai. Tim Scott a immédiatement été félicité par Donald Trump, qui ne semble pas voir cette candidature d'un mauvais œil. Point final, excellente journée à vous tous.
Merci beaucoup Régis Kofi, et la journée sera excellente, amis téléspectateurs, avec ces personnes qui vont justement impacter nos différentes vies parce qu'ils ont eu un parcours, parce qu'elles ont eu un parcours remarquable. Intéressons-nous aujourd'hui, si vous le permettez, au réalisateur, scénariste, producteur et formateur burkinabé du nom de Gaston Kaboré. On le retrouve dans la séquence Influent. Je réponds au nom de Gaston Kaboré. Je suis cinéaste, réalisateur de films et je suis formateur et enseignant. J'ai fondé l'Institut Imagine qui fait de la formation continue du perfectionnement dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia. C'est pas moi qui peux dire que je suis devenu influent. Je n'en sais rien. Vous savez, vous vivez tel que vous êtes, vous faites votre travail et les gens puisent ce qu'ils ont à puiser de votre expérience. Et je suis moi-même parfois surpris quand je reçois un courrier ou un coup de fil où on me dit ah, vous êtes notre... c'est vous qui nous avez inspirés et tout. J'en suis tout à fait content. Mais en même temps, je ne suis pas complètement conscient de l'impact que je peux avoir sur les autres. Je pense que c'est parce que déjà, peut-être, ils avaient des rêves qu'ils se projettent en moi. Et c'est tant mieux. Si ça peut leur faire du bien et leur permettre d'avancer, je suis tout à fait ravi de ça. Et d'autant que j'ai fondé une école pour essayer de transmettre, pour enseigner, pour communiquer, voilà, ce que je sais de mon métier. Toute vie est pleine d'imprévus, voilà. Mais je dois dire que je n'ai pas trop à me plaindre, voilà. Et que chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai eu aussi les moyens et les ressources morales de pouvoir m'en sortir. Je pense que toute personne qui travaille dans des domaines assez spécifiques où la création c'est quelque chose d'épuisant, voilà, il y a forcément des moments où vous avez envie d'arrêter parce que c'est dur. Je raconte souvent à mes stagiaires que voilà, vous avez prévu un plan de travail assez rigoureux, il va se mettre à pleuvoir ou bien le ciel va être tout le temps couvert ou c'est des nuages qui passent à n'en pas finir. Et quand surtout on travaillait le long métrage avec de la pellicule chimique, on était très tributaire quand même du temps. Et quand on n'a pas des moyens d'éclairage pour déboucher tout le décor, vous êtes obligé d'attendre que les nuages passent et ça c'est vraiment angoissant. Donc oui, je pense que toute personne qui travaille dans un domaine de grande discipline, de rigueur, quel que soit le type de métier, il y a des jours où vous vous dites, mais est-ce que je ne vais pas arrêter ça et faire autre chose? Parce qu'on voit autour de soi des gens qui semblent avoir la belle vie dans le métier qu'ils font. Voilà. Mais je crois que toujours on rebondit et on est encore plus fort. Voilà. C'est ça qui encourage à rester et à vouloir faire le travail qu'on a à faire. Aimer ce que l'on fait, travailler, ne pas prendre des raccourcis, parce que les raccourcis sont souvent des chemins de perdition. Je pense qu'il faut mériter ce qui vous arrive. Et parfois, on peut travailler très dur et ne pas réussir. Mais de toute manière, c'est par le travail que tout peut commencer.
Par le travail que tout peut commencer, j'étais tellement concentrée sur cette capsule-là que j'en ai oublié qu'on devait recevoir un invité. Gerson Boussou, je t'ai toujours dit que quand les invités doivent venir, il faut m'avertir. Viens, on va arranger notre salon. On ne peut pas recevoir les invités comme ça dans le salon. Je suis assise par terre pour suivre RTI 1. Tu es là, tu me regardes, tu ne peux pas dire « Ah, tata, il est l'heure, hein ?» Il faut mettre la table au milieu. Où sont mes chaussures? Tu as mis mes chaussures où ça? Attends, je vais aller prendre. Je veux savoir ça, madame. Tu peux pas me dire que l'invité arrive. Monsieur Zamblé, venez, on a arrangé le salon. Vous pouvez rentrer. Hein? Toi aussi, tu as dit quoi, l'invité là-bas? J'espère que tu lui as donné de l'eau. Hein? Bon. Tonton Zamblé, voilà. La maison est clean. Ça, c'est comme ça, on fait à la maison. Quand c'est chaud, on est par terre. Quand il y a invité, on prend les fauteuils. Ça va la maison, papa Zamblé? Ça va super bien. Et la famille? Magnifique. Et les enfants? Et le chat et le chien? Les voisins, tout va bien? Notre invité, on est en famille, amis téléspectateurs. C'est la grande famille de la matinale qui vous souhaite encore bien le bonjour et merci d'être avec nous. Nous parlons d'un sujet important aujourd'hui avec M. Fréjus Zamblé. Comment aider nos enfants à réussir leur orientation? On en parlait tout à l'heure avec Renaud Kobia. Il faut savoir choisir son métier parce que c'est un appel avant tout. Et si vous le faites par dépit, vous risquez justement de ne pas jouir non seulement de ce métier et en plus de cela de causer du tort à tous ceux qui sont autour de vous. Allez, c'est dans la rubrique l'invité du jour. Les plus gentils du pays. Coucou, recevez l'artiste Obams. Rendez-vous ce mercredi sur RTI 1 avec Tata Naomi. Avec... Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Fréjus Zamblé est expert en éducation et parentalité. Avec lui, amis téléspectateurs, on essaie de répondre à cette question. Comment aider son enfant à réussir son orientation? Déjà, c'est quoi l'orientation? C'est un processus par lequel on valide soit une filière ou un métier pour l'enfant. Mais à cette définition-là, il faut ajouter un élément très important. Cela doit viser à l'épanouissement de l'individu. C'est souvent délicat. Oui, parce très délicat. En fonction de ce qu'on a envie de faire, il faut choisir les études aussi à faire. Bien sûr. Mais on peut être confronté à des enfants, justement, qui ne savent vraiment pas ce qu'ils ont envie de faire. Généralement, ils savent, mais soit ils doutent, soit ils veulent faire par mimétisme, ou soit ils sont confrontés au débat familial. De plus en plus, on entend dans nos familles, voici mon médecin, voici mon pilote. Et l'enfant lui-même, peut-être, il veut être mécanicien. Et donc, le parent lui dit, non, mais je ne peux pas payer toutes ces sommes-là de scolarité pour que tu sois mécanicien. Parce qu'après, même aujourd'hui, le gros problème de l'orientation, c'est que nous, les parents, nous sommes restés carrément très en retard dans l'évolution des choses. On pense que mécanique, c'est fait de la mécanique derrière la maison avec une, deux voitures. On ne sait même pas que ça existe. Il y a une école pour être mécanicien et il y a des ingénieurs. Le samedi dernier, nous étions dans une formation et puis il y a une dame qui me disait que son fils dit qu'il veut être menuisier. Elle paye la scolarité à 900 000. Elle ne peut pas accepter qu'il soit menuisier. Alors, je lui ai dit, mais menuisier comment? Est-ce que tu as posé la question de savoir menuisier comment? Parce que le problème avec les enfants, je l'ai dit dans une émission, le cerveau se développe de 0 à 25 ans. Effectivement. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a un problème de maturité. Du coup, on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'on veut exactement. Donc, soit ils entendent des choses, c'est intéressant. Moi, j'ai fait management. Si tu me demandes pourquoi j'ai fait management, le nom était intéressant. Mais si peut-être, oui, si mes parents m'aidaient à comprendre, mais c'est quoi exactement faire le management, quels peuvent être les débouchés, peut-être je n'allais pas faire le management. Donc, il y a ça aussi le problème. Est-ce qu'on écoute aujourd'hui les enfants? Est-ce qu'on leur demande d'abord ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on se dit qu'on paye la scolarité, donc forcément, il doit terminer. Il doit faire ce que nous, on veut. Mais le résultat, il est là aujourd'hui. On a de mauvais médecins, de mauvais enseignants, de mauvais mécaniciens, parce que
ils viennent dans ce métier-là, mais pas parce qu'ils sont intéressés. Il n'y a aucune passion derrière. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de l'orientation, c'est d'abord de savoir ce que l'enfant veut faire, c'est de l'aider à creuser, à comprendre ce qu'il veut faire. Et si c'est toujours ça qui l'intéresse, bien entendu, on pourra l'accompagner là-dedans. Mais et ces parents, justement, qui décident pour leurs enfants et qui n'ont pas tort? Je vous raconte une petite anecdote qui me concerne particulièrement. Moi, j'ai toujours voulu être pilote. J'ai fait une série. Heureusement, j'étais dans une famille. Je suis issue d'une famille où on n'oblige à rien, en fait. On nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, après, on m'a dit que ceux qui portent des lunettes, qui n'ont pas une vue excellente, ne peuvent pas être pilotes. Je ne savais pas dans quel métier j'allais être. Et puis, je me retrouve à être présentatrice. Et j'adore ce métier que je suis en train de faire. Et on fait la liaison avec ma grand-mère, qui était un peu l'animatrice du village. Donc, c'est un peu un gène. Il y a des parents, justement, qui peuvent sentir ce gène-là chez l'enfant. Oui. Et je suis surprise à mon tour de voir ma fille me dire « Je veux être animatrice. Par contre, je te vois, tu travailles trop. Donc, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai envie d'être pilote. » Ça m'a fait tic. Je dis « Mais attends, moi aussi, j'ai voulu être pilote à un moment donné. » Et il y a des parents qui sentent ça et qui se disent « Bon, dans la famille, on a toujours eu le gène pour exercer tel métier et on accompagne l'enfant. » Donc, comment peut-on être sûr de ne pas être en train de se tromper? Alors, la première chose déjà, c'est que les enfants qui apprécient énormément leurs parents sont amenés à faire le même métier que leurs parents. Donc là, encore, il faut faire attention. Maintenant, tout à l'heure, par rapport à ton exemple, certainement que tu as eu des parents qui étaient très attentifs. Parce qu'on a des parents qui regardent leurs enfants, qui discutent avec leurs enfants. C'est vrai que l'enfant dit « il veut faire tel métier », mais lui, voici le métier qu'il pense qui peut être correct. Je pense que peut-être n'a pas pu être pilote parce que peut-être il y avait un élément dedans que tu ne respectais pas. Sinon, certainement, tu allais foncer. J'allais foncer. Tu allais foncer. J'allais foncer. Donc, le truc, c'est d'éclaircir, en fait. Je te donne un exemple. Alors, il y a une dame qui m'appelle, me dit « Afrojus, tiens, ta fille dit qu'elle veut être médecin chirurgienne. » Ah. OK. Et elle répète ça régulièrement. Donc, comment je fais pour vérifier ça? Je lui ai dit, on va faire un exercice simple. Très bien. Les chirurgiens, c'est opération, c'est le sang, etc. Est-ce que vous mangez du poulet? Elle me dit, oui, on mange du poulet. Je dis, comment vous mangez le poulet? Elle dit, non, on a juste coq ivoire là, à côté. Attention à la pub. On a juste une boutique où on peut se ravitailler. Voilà, on a un petit coin où on peut se ravitailler. Donc, c'est du poulet déjà. J'ai dit, OK, ce samedi, on va se rendre au marché. On va acheter un poulet vivant. Il faut d'abord acheter le poulet vivant. On va l'égorger, on va le dépecer, on va découper, et puis tout le monde va manger. C'est ça le chirurgien, la vue du sang. C'est ça, en fait. Donc, elle part, effectivement, elle n'a pas de problème à acheter le poulet. Elle vient, mais pour égorger le poulet. Aïe! Elle dit, non. Elle, le sang, elle a un problème avec le sang. Non, le sang, là... Non, le sang, c'est pas... Chirurgien. Et c'est là qu'elle se rappelle. Dans sa maman, lui dit, mais comment tu travailles avec le sang, étant donné que tu vas faire de la chirurgie? Elle dit, ah, donc on travaille avec le sang. Ah non, là, donc on creuse. Donc sa maman m'appelle, me fait le retour. Elle dit, non, mais il est important quand même de creuser d'où ça vient. Et on creuse d'abord son père médecin. Okay. Et le frère à son papa est médecin chirurgien. Donc tout ça. Il est très beau dans sa tenue. Oui. Très beau, très élégant. Donc elle a envie. Et en plus, c'est son médecin traitant. Ah. Donc, toutes les fois qu'elle voit l'oncle, elle est passionnée, elle veut faire comme lui. Mais elle ne savait pas les détails du métier. Donc, la première chose à faire lorsque un enfant nous demande qu'il veut faire un métier, c'est de l'aider à découvrir. Aujourd'hui, on a Internet. On peut aller sur Internet, on va regarder les vidéos. Et puis, si on a la possibilité, toi, par exemple, tu es animatrice, il y a d'autres choses que tu fais. Tu peux peut-être emmener ta fille, elle veut être animatrice. OK, on va essayer ça. L'idée, c'est d'emmener... Là, elle est en train de dire, maman, tu travailles trop, parce qu'elle me voit rédiger mes textes. Oui, mais c'est ça le boulot, en fait. Elle dit, Voilà, donc il faut que tu arrives à lui montrer que c'est ça. Exactement le boulot. Il y a un petit qui voulait être pilote. Son père avait des relations à l'aéroport. Ils sont partis. Ils sont allés, il est monté dans l'avion, dans la cabine. Il dit, tonton, dans tous ces boutons, on doit apprendre. Il dit, oui, on doit maîtriser ça par cœur. Il dit, non, ça, c'est bon. C'est bon. Je vais être marketeur. Donc, l'idée, pour nous, c'est de les emmener à toucher. Et le conseil que donnent nos parents qui veulent le faire, c'est d'emmener leurs enfants en stage.
Tous mes clients que j'ai, je leur demande d'envoyer leurs enfants en stage pendant les vacances. Ils peuvent faire tout ce qui est colonie camp, mais on peut trouver un moment où il va aller travailler. Travailler va lui permettre de toucher à plusieurs choses. Et on va se rendre compte qu'il y a certainement un métier que lorsqu'il va toucher, il sera plus à l'aise. Et ça, on peut faire attention donc à ce métier-là, à répéter les actions pour voir exactement si ça lui convient. Et si justement nous-mêmes on sent qu'un métier pourrait convenir à notre enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans la famille, tout le monde est ainsi. Est-ce qu'on peut permettre à l'enfant d'exercer, comme vous l'avez dit, pendant les vacances, cette forme de métier, faire un petit stage? Moi, je veux honorer mon père qui n'est plus depuis 2005. Il m'a toujours dit, toi, tu seras journaliste, parce qu'on ne disait pas vraiment présentatrice avant. Il dit, toi, tu seras journaliste ou avocate. Parce que j'avais cette particularité de pouvoir réciter. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Télé Miroir. On avait le programme de la RTI dans le magazine. Donc, quand il arrive à la maison, « Hé, mon petit Télé Miroir », on dit quoi? Je dis, papa, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça. Je connaissais le programme, mais par cœur. Et je disais le nom des présentateurs, tout le monde. Et celle que j'adorais, la speakerine... Tata Isabelle Tano, juste pour son sourire. Je disais, la tata qui sourit bien, tout ça. Et si on ressent ça, est-ce qu'on emmène l'enfant faire ce genre de stage? Et comment on peut avoir justement l'autorisation avec les entreprises pour faire ces stages-là? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus ou moins ouvertes à ça. On peut justement faire une demande. Mais l'une des choses qu'il est important, c'est de faire, c'est de discuter d'abord avec l'enfant. Comme je disais, généralement, on a des perceptions sur les métiers. Ça nous plaît, certainement. Tout à l'heure, tu as parlé de sourire. Oui. Ça peut être ça, ça peut être la manière de marcher, ça peut être la manière de faire. Donc ça, c'est déjà important d'expliquer à l'enfant ce que c'est. Aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est d'aller sur Google, de chercher et puis de voir exactement en quoi ça consiste. Première phase. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ensuite, on va aller de façon pratique. Tout à l'heure, tu as dit en entreprise. On va trouver peut-être ce petit stage-là, ça peut être 1-2 semaines dans cette entreprise-là. Et après, on fait le bilan. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent, même si on peut avoir des vidéos sur Internet, pour lui montrer exactement en quoi ça consiste. Ça aussi, ça peut lui permettre d'avoir une représentation assez claire de ce qu'il veut faire. Et puis, est-ce que c'est ça qu'il veut faire? Et mieux même, généralement, je demande de faire un tableau, de mettre ce que c'est le métier. Ça va nous demander combien d'années de cours. C'est ça. Ça va nous coûter peut-être combien en termes d'argent. Il faut mettre tous ces détails-là. Quels sont les risques? Le salaire, les débouchés, etc. Pour que l'enfant puisse comprendre exactement. Il dit qu'il veut être médecin. Est-ce qu'il est prêt à passer 7 ans de sa vie en train d'étudier, en train de faire des expérimentations, des stages? Mais si peut-être lui, il veut rapidement travailler, on comprend que ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit, nous, les enfants, on va dans tous les sens. Vous voyez, j'étais le petit télé-miroir de mon père. Par contre, je disais mordicus que j'allais être pilote. Donc, l'enfant peut avoir envie de faire plusieurs choses. On lui présente encore, il fait tous ces stages-là, justement, pour qu'il puisse faire un choix. En fait l'idée, c'est que quand on arrive à faire la recherche, naturellement, c'est éliminé, en fait. D'accord. Il va comprendre que non, ça, c'est pas ça. Non, papa, ça, c'est pas ça. Donc, finalement, il va rester 2-3 choix. Si nous sommes un peu loin des classes d'examen, le temps d'arriver à ces classes d'examen, on aura éliminé. Très bien. On aura éliminé. Très bien. Donc, c'est un exercice qu'il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant... À quel âge? Je vais dire 5 ans, 6 ans. Oh! Oui, 5 ans, 6 ans. Il faut commencer à parler. Ça va changer. Au fur et à mesure, ça va changer. Jusqu'à ce qu'on puisse se stabiliser. Au CM2, on n'a pas de risque parce que c'est le collège. Mais à partir de la 3e que à partir de la 3e, il faut commencer parce que là, on va faire deux erreurs. Si on a raté l'orientation en 3e, donc pour la seconde, on va aller répéter ça encore à l'université. Et puis, du coup, on aura le résultat qu'on a. Aujourd'hui, moi, j'ai un test que j'ai fait dans les grandes écoles ou universités chaque année. C'est-à-dire, je viens dans une université et puis je demande à me mettre à disposition, comme me mettre à disposition 500 étudiants d'année BTS ou licence. Et puis, le test, il est simple. Je leur dis, écoutez, dites-moi pourquoi vous venez à l'école. Et puis, ça me fait sortir, non, c'est pour réussir. Magnifique. Alors, si c'est pour réussir, c'est quoi la réussite d'abord? Nous sommes en année BTS, on va avoir le BTS, on va avoir un stage. Et dans notre stage, on va nous donner 200 000. C'est ça. 6 mois après, on sera embauché, on aura 600, 700 000.
Et lorsqu'on aura les 700 000, on va acheter une voiture, une maison, etc. Donc, on a réussi. J'ai dit magnifique. Alors, dites-moi, s'il y avait un autre moyen d'avoir tout ce que vous venez de citer, donc vous ne viendrez pas à l'école. C'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. C'est la première chose. La deuxième chose, tu leur demandes, vous êtes en licence, donc vous avez fait 3 années à l'université, mais pourquoi expérience professionnelle, vous avez 0? Donc, c'est carrément, c'est pas adapté. 3 ans à l'école où il a un master, et puis il a 0 année d'expérience. Mais c'est quoi le problème? Le gros problème, c'est qu'il n'a pas écrit son projet professionnel. Donc, il a choisi une filière, mais il ne sait pas les déboucher, il ne sait pas quoi faire. C'est quand il finit... Il ne sait même pas à quoi ça consiste exactement. En quoi ça consiste? Et ça, on le voit dans la différence avec les étudiants. Un étudiant qui sait exactement, par exemple, il est dans une filière de marketing, il sait que peut-être il sera chef de vente, etc. Il va différemment à l'école. On va voir celui-là en train d'étudier les cours de l'année en question, mais il va se sentir obligé d'aller pratiquer. Donc, vous allez voir cet étudiant-là chaque année en stage. Donc, il a la licence 3, mais il a 3 années d'expérience. Donc, celui-là, il ne chôme pas, en fait. Non. On n'est pas obligé de faire des salons d'orientation pour lui, des salons d'emploi, parce qu'il sait exactement... Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un processus qu'il faut commencer tôt, pour commencer à ajuster au fur et à mesure, et éliminer, parce que généralement, les enfants, ils agissent par mimétisme. À mon ami, il va en seconde C, je vais aller en seconde C. Je vais en seconde A, il va en seconde A, je vais en seconde A. Et le gros problème aussi qu'on a en Afrique, et ça c'est très réel, c'est qu'on oriente les enfants par rapport aux notes. C'est le plus gros risque à prendre. Aïwa. Donc les notes ne déterminent pas la personnalité de quelqu'un. C'est cela. Moi, je sais qu'à l'examen au BPC, j'ai eu des moyennes très bizarres. En français, j'ai eu la moyenne. Merci de ne pas être dans le cas de ces parents qui ont toujours été premiers, alors que... En physique, j'ai eu la moyenne. J'ai eu 14 en physique, j'ai eu 14 en français. En anglais, j'ai eu 8. Voilà. En mathématiques, j'ai eu 3. Un tel élève, on l'oriente où? Donc, à la limite, bon, on regarde, on dit, bon, on va l'envoyer en série A. C'est cela. J'arrive en série A. Cette année-là, je change de domicile. Donc là, je n'ai pas habité chez ma tante. Ma tante, elle est professeure de SVT. Son mari est professeur de art plastique. Donc, elle a fait tout ce qui est scientifique avec nous. Lui, il fait tout ce qui est littérature avec nous. Elle est professeure de SVT. Donc, moi, j'ai fait le cours d'SVT avant de partir à l'école. Donc, vous êtes fort. Donc, en SVT, il y a 19. Tranquille. En physique, il y a 17. Tranquille. En mathématiques, il y a 18. Waouh. En français, à 18. Donc, maintenant, là, le problème se pose. Un tel élève, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que ce n'est pas un scientifique raté? J'arrive en première A. Donc, l'école se réunit, on dit, bon, on va faire un test, en fait. Est-ce qu'on va pas aller le test en D? On m'envoie en D. Pour 2 semaines, j'ai 12. Carton. On se dit, mais c'est qu'on a raté son orientation. On a raté son orientation. Mais parce que, justement, on s'est basé sur les notes que j'ai eues à l'examen. Donc, à un moment donné... C'est la personnalité. Il faut faire attention à la personnalité pour pouvoir aider purement son important. enfant à bien faire son orientation. Bon, écoutez, il y a tellement d'exemples. Monsieur le scientifique qui a failli passer à côté, vous savez qu'on doit se séparer avec la citation matinale. D'accord. L'éducation doit aider à former des citoyens responsables et engagés. Citoyens responsables et engagés. Et cela nous donne la possibilité de conclure comme il se doit justement sur ce thème. Comment donc aider notre enfant à s'orienter? Si on vous donne 30 secondes pour répondre, afin de résumer tout ce qu'on a dit. Il faut tenir donc compte de sa personnalité, il faut tenir compte de ce qu'il veut faire et il faut l'aider à approfondir ses recherches sur le métier pour savoir exactement si c'est ce qu'il aime. Pour qu'il soit un véritable citoyen responsable et engagé. Monsieur Frégé-Zamblé, merci beaucoup. Merci. On comprend pourquoi vous êtes toujours très souriant sur le plateau. J'ai eu le bonheur de rencontrer votre épouse. Mais c'est un bonbon, c'est incroyable. Quelle douceur, quelle générosité. Merci. Elle m'a habillée, et franchement, je devais porter la tenue aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était trop sapé. Donc, je vais attendre samedi à la conclusion de la semaine pour m'habiller. Je suppose que c'est elle qui vous habille encore. Bien sûr.
très belle couleur, beau modèle. Vous avez de la chance, Zamblé. Et puis, nous, on vous souhaite aussi plein de bonheur dans votre famille, hein, comme c'est le cas de Monsieur Zamblé ici avec Ezana Zamblé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire avec toute l'équipe. On vous dit merci de nous avoir suivis. À demain.